6 juin 1944 à l'aube. 177 hommes s'apprêtent à débarquer sur la plage de Sword, secteur britannique. Ces 177 soldats d'élite sont les commandos français dirigés par le commandant Philippe Kiefer. Ce seront les seuls Français, membres de la première Special Service Brigade, à participer à l'opération Overlord, le débarquement des Alliés sur les côtes normandes. Depuis des mois, ces Français originaires de métropoles, d'outre-mer ou des colonies s'entraînent dur pour pouvoir participer à la libération de l'Europe. Ils sont de confession catholique, musulmane, juive. Certains ne croient en rien. Il y a là des communistes, anciens des brigades internationales, et un monarchiste, mais tous ont à cœur de libérer la France du joug nazi. Leur mission le jour J est des plus ardues. Dépourvus d'armement lourd, ils doivent débarquer sous le feu de l'ennemi, traverser la plage de Colleville-sur-Orne, avant de réduire au silence des cibles précises, des points fortifiés allemands au cœur de la station balnéaire de Ouistreham, puis de relever, à 10 km de là, les parachutistes britanniques qui tiennent 2 ponts sur l'Orne. Les commandos ont sur le dos 30 kg de vivres et de munitions. Ils seront en autonomie complète, en territoire hostile. L'opération n'est évidemment pas une balade de santé et elle va vite se transformer en véritable casse-tête. Que s'est-il passé ce 6 juin 1944 ? Comment les hommes du commando français ont-ils réussi à accomplir leur mission ? Historien et journaliste, j'ai voulu marcher sur les traces de ces hommes. J'ai recueilli des témoignages. Là où les Français débarquent sur cette plage, effectivement, ils sont sous le feu d'un tir allemand qui vient essentiellement d'un blocos. Et c'est ce blocos qui envoie un obus sur la passerelle de la barge 527, la passerelle de la troupe 1. J'ai récolté des indices. Tout ça, ce sont des éclats, en fait. Alors, éclats de balles, éclats de grenades, il y en a à divers endroits sur ce pont. J'ai traversé le temps. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la dureté des combats. Après-guerre, les survivants de ce commando d'exception sont quasiment tombés dans l'oubli. Engagés alors qu'ils avaient à peine 18 ans, la plupart n'avaient ni métier ni diplôme. Ils ont plongé dans l'anonymat le plus total, comme beaucoup de combattants ou de prisonniers de retour dans leur foyer. Les exploits que ces hommes ont accomplis, les sacrifices qu'ils ont consentis, devaient rester longtemps leur jardin secret. Pourtant, leur épopée individuelle et collective méritait d'être racontée. C'est le récit d'une terrible aventure dont tous ne sont pas revenus, l'aventure des 177 Français du D-Day. « 5 juin 1944, après plusieurs heures de route entassées dans des camions bâchés, 177 commandos français parviennent sur le port de Warache. Ces 177 hommes seront les seuls Français à participer au débarquement sur les plages de Normandie, les seuls, mais non les moindres, car les fusiliers marins du commandant Philippe Kiefer, intégrés à la première Special Service Brigade britannique, ont conscience que leur mission est capitale. Même s'ils savent depuis le 25 mai 1944 qu'ils vont participer à la plus grande opération aéronavale de tous les temps, les commandos restent impressionnés par le spectacle. Le caporal Gwen-Al-Marie Bolloré, dit Bollinger, témoigne. La rade reflète l'image de la campagne. Partout des bateaux, des grands, des petits, des navires de guerre classiques ou des embarcations aux formes étranges et réalisées pour le seul débarquement. Dans le ciel, pas d'avions. Ils sont loin, les avions, au-dessus de la France et de l'Allemagne, où ils portent à l'ennemi des coups décisifs et sanglants. Cette armada doit permettre à plus de 150 000 hommes et 20 000 véhicules de débarquer le premier jour sur 5 plages de Normandie. 2 plages américaines à l'ouest, Utah et Omaha, une plage canadienne, Juneau, et 2 plages britanniques, Gold et Sword, situées entre les localités de Langrune-sur-Mer et Ouistreham. Cette plage représente le flanc est de l'attaque amphibie alliée en Normandie. La plage, où doit débarquer la 3e division d'infanterie britannique, est divisée en 4 grands secteurs, OB,
Peter, Queen et Roger. C'est sur la zone Red de Queen que doivent accoster les 2500 commandos du 1er Special Service Brigade, dont font partie les 177 Français du commandant Kiefer. Benjamin Massieu est écrivain et historien. Il a signé plusieurs ouvrages sur les fusiliers marins et les Français du jour J. Benjamin, finalement, que sont les unités commando? Alors les commandos, c'est une invention britannique de la Seconde Guerre mondiale. En fait, en 1940, au moment où les Allemands ont envahi l'Europe de l'Ouest, les Britanniques se sont retrouvés seuls dans la guerre et a germé l'idée, notamment poussée par Churchill, qu'il fallait avoir des unités qui seraient capables de porter le fer ponctuellement, de débarquer et d'aller semer la terreur dans les rangs des Allemands pour pas que les Allemands puissent se reposer et préparer une invasion de l'Angleterre en toute impunité. Donc à partir de 1941, on a des unités commando qui sont constituées, dont la mission ça va être de mener en fait de la guérilla. Et est-ce que les forces françaises libres possèdent des unités commando? Il n'y a aucune unité commando autre que les unités britanniques. Les Français avaient créé des corps francs en 14-18, il y en avait également en 40, mais là dans la France libre, il n'y a pas d'unité spéciale de ce type. Et c'est un officier de marine, Philippe Kiefer, qui à cette époque-là travaillait à l'état-major de Portsmouth, qui va découvrir dans la presse une opération menée par les commandos britanniques et qui va se dire, voilà, moi je veux retourner au combat, pourquoi nous Français, on ne ferait pas la même chose? Le 4 mars 1941, un raid mené par les commandos anglais sur les îles Lofoten, en Norvège, permet de faire sauter des raffineries, des dépôts de carburant, de couler 11 navires et de capturer 250 ennemis. C'est la première grande victoire connue des unités commandos, des soldats d'élite qui peuvent frapper fort partout, quand ils le veulent. Et qui est ce Philippe Kiefer? Alors Philippe Kiefer, c'est un personnage très particulier qui est à milieu de pouvoir être le créateur d'une unité spéciale, puisqu'il n'a aucun contact avec le monde militaire. Il a passé toute sa vie en Haïti, il a mené une carrière de banquier, il n'a même pas fait son service militaire, il n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, et il rentre en France pour raison familiale au début de l'année 39. Donc il va être happé un petit peu par les événements, il va se retrouver dans la marine, il va avoir des fonctions administratives de matelot secrétaire puis quartier-maître et il est à Cherbourg au moment où les Allemands arrivent, il est évacué vers l'Angleterre et c'est une fois en Angleterre qu'il va s'engager dans la France libre avec la volonté vraiment dès le début de reprendre le combat alors qu'il n'a aucune formation militaire. Un véritable aventurier. Oui, c'est un aventurier complètement. Et il faut quand même se rappeler que Kiefer est né en 1899, c'est-à-dire qu'il a plus de 40 ans quand il entreprend de créer une unité de commando. Et ça, par la suite, ça impressionnera beaucoup ces hommes et ça jouera beaucoup sur son autorité. D'avoir des petits gars de 18, 19 ans qui en bavent, voir ce type qui a 42 ans et qui court devant eux, tout de suite, c'est lui le chef incontesté. Kiefer rêve de former des commandos qui opéreraient sur les côtes de France. Il expose son projet aux Britanniques, qui ne le prennent pas vraiment au sérieux et s'avèrent surtout peu disposés à ouvrir leurs prestigieuses unités à des soldats étrangers. En août 1941, Kiefer obtient pourtant l'autorisation de suivre la formation des Royal Marines. Il enchaîne les stages. L'amiral Muselier des forces navales françaises libres lui donne carte blanche pour le recrutement et la négociation avec les alliés britanniques. Il va falloir trouver des volontaires. Au mois de décembre 1941, Kiefer arpente les dépôts et les casernes des forces françaises libres stationnées autour de Portsmouth. La sélection est sévère, mais permet de retenir 28 hommes d'origine et de confessions diverses. Il y a là des Français d'Afrique du Nord et de métropole, d'anciens légionnaires, des catholiques, des musulmans, des juifs et des hommes sans autre foi que celle de la résistance. Le 23 mars 1942, la compagnie de fusiliers marins français est créée. Finalement, Philippe Kiefer a réussi à convaincre les Britanniques d'intégrer des Français à la première
Special Service Brigade. Alors en 1942, on est dans un contexte tout à fait favorable puisqu'il y a Lord Mountbatten qui devient le chef des opérations combinées, c'est-à-dire l'autorité qui chapeaute toutes ces unités commando. Et Mountbatten est favorable à l'idée que des étrangers puissent intégrer les unités commando pour éventuellement aller combattre dans des pays dont ils parlent la langue, dont ils connaissent la côte, etc., qui peuvent établir des contacts. Et il va être sensible à cette idée que des commandos français pourraient intégrer les unités commando britanniques. Les Français vont être les premiers à passer par l'école des commandos britanniques d'Aknakari qui vient d'ouvrir ses portes. Et je suppose qu'à partir de là, ils vont subir l'entraînement dédié aux commandos. Alors, un entraînement terrible puisqu'ils arrivent au mois d'avril. Ils ont fait un long trajet en train, ils sont très fatigués. Arrivés à la gare de Spinbridge qui est à une vingtaine de kilomètres du camp d'Aknakari. Ils vont devoir rejoindre le camp à pied. C'est la première épreuve. Et là, tout de suite, ils sont mis dans le bain. On est parti pour plusieurs semaines, vraiment tant faire. On va les pousser aux extrêmes limites de leur capacité, à la fois physique, mais aussi psychologique. Parce que les épreuves commando, ça peut nous sembler très dur. De fait, ça l'est. Mais ce qui est encore plus dur, c'est pas chaque épreuve individuellement, c'est vraiment l'enchaînement démentiel de toutes ces épreuves qui va se faire vraiment avec un sommeil très limité. Le but, c'est vraiment de voir les hommes qui ont un mental d'acier. On va ensuite les former à des méthodes de combat propres aux commandos. Ils apprennent aussi à faire du corps à corps et notamment à utiliser une arme qui progressivement va devenir l'emblème des commandos, c'est cette dague. La dague Fairbairn Sykes qui est faite pour le corps à corps, qui peut à la fois planter et couper, on peut trancher des deux côtés. Et elle devient tellement emblématique des commandos qu'on va la retrouver sur l'insigne du béret des commandos français. Et quel est l'autre type de matériel spécifique à ces commandos? Alors les commandos vont utiliser cette corde, ce boot comme disent les marins, ce qu'on appelle une toggle rope. Ce sont des bouts de corde qu'on peut assembler de différentes manières pour s'adapter à une situation, à un obstacle et pouvoir le franchir au cours d'une mission. Les Français ont vécu l'enfer de l'entraînement. Mais la sueur épargne-t-elle vraiment le sang? Qu'importe. Au mois de juillet 1942, ils obtiennent leur béret vert, leur signe d'appartenance aux troupes d'élite commando. Et ils en sont très fiers. S'ils se sont entraînés rigoureusement, le plus dur reste à faire. Le 14 juillet 1942, ils défilent à Londres, en uniforme britannique certes, mais avec un écusson France cousu sur l'épaule. Leurs missions sont difficiles, dangereuses, dans ou derrière les lignes allemandes. Le 19 août 1942, 15 hommes participent au raid de Dieppe aux côtés des commandos britanniques dirigés par le lieutenant-colonel Simon Fraser, baron de Sa Majesté la Reine, mieux connu sous son titre de noblesse, Lord Lovat, chef de la première brigade de commandos britanniques. Ces hommes sont redoutables et l'ennemi le sait. Le 18 octobre 1942, Adolf Hitler en personne ordonne d'abattre sur le champ tous les commandos qui seront faits prisonniers. Ce sont donc des hommes particulièrement aguerris qui s'apprêtent à débarquer sur les côtes de France. À la fin du mois de mai, chaque commando français a écrit et signé son testament. Il a été scellé par les forces navales françaises et remis au consulat général de France à Londres. Juste avant le départ vers les côtes normandes, Lord Lovat a déclaré aux hommes de sa brigade « Plus de la moitié d'entre vous restera sur la terre de France. Souvenez-vous que vous allez au combat avec commando sur les épaules. Un commando, c'est mourir en silence. Nous lutterons à 1 contre 5, pas de vivres ni de munitions avant 3 jours. Vous débarquerez avec tout votre ravitaillement personnel, vous nettoierez les plages, ferez le passage de l'infanterie, puis nous irons tenir les positions sur camp pendant 8 jours, en attendant la relève de la 51e division. »
Combien sont les hommes de la première spéciale service brigade et comment sont-ils répartis? Il y a à peu près 2500 hommes qui sont sous les ordres du brigadier général Lord Lovat. Ils sont répartis en plusieurs commandos. Il y a tout d'abord les numéros 3, 4 et 6 commandos. Ce sont des commandos de l'armée de terre. Au sein d'un de ces commandos, les Français, alors que ce sont des marins, ils sont intégrés au sein d'un commando de l'armée de terre, le 4. Et on a également le 45e Royal Marines Commando britannique, qui est là plutôt l'équivalent d'une unité de fusiliers marins français. Et donc ces 2500 hommes vont débarquer ici au matin du 6 juin. Pour traverser la Manche, les Français ont embarqué sur des barges spécialement conçues pour aborder les plages du débarquement. Ce sont des LCIS pour Landing Craft Infantry Small. La plus petite embarcation de l'opération Neptune, le LCIS, petit frère du LCIL pour large, est une barge de débarquement de fabrication américaine. Long de 32 mètres et large de 6 mètres 53, le LCIS, équipé d'un moteur Alscott de 1500 chevaux, se déplace à une vitesse maximale de 27 km/h. Armé de 2 canons de 20 mm Oerlikon, il peut transporter 102 hommes sur 1300 km. Les commandos français sont répartis sur 2 des 36 LCIS dans lesquels la première spéciale service brigade a embarqué. Le numéro 523 transporte 83 hommes, la troupe 8 du lieutenant Lofi et la moitié de la section d'appui du lieutenant Amaury, équipée d'une arme très spéciale mise en service dès 1935, la mitrailleuse Vickers K ou K-Gun. De calibre 7,7 mm, ayant une cadence de tir de 950 coups minute en moyenne, avec une vitesse initiale de 745 mètres secondes, la Vickers K est alimentée au moyen de chargeurs de forme tambour d'une capacité de 96 cartouches, facilement rechargeables. C'est une arme automatique à culasse non calée, fonctionnant par emprunt des gaz. Son poids est de 9,5 kg pour une longueur de 1 mètre. Sa portée maximum est de 1800 mètres. Le LCIS numéro 527 transporte les 13 hommes de l'état-major du commandant Kiefer, 81 bérets verts de la troupe 1 et la deuxième moitié de la section d'appui. La tempête fait encore rage dans la Manche, mais elle ne couvre pas les bruits de l'armada qui s'avance. Le sergent Pierre-Charles Boccadoro se souvient. À 21 h, le LCIS numéro 527, qui louvoyait sans ordre, apparemment, prit nettement cap au large. Partout, à bâbord, tribord, en proue, des taches sombres nous tenaient compagnie, naviguant de conserve. Dans la nuit, un ronflement sourd, hallucinant, grandissait, se précisait et finissait par étouffer le bruit de nos propres diesels. Des milliers d'avions nous survolaient, en route vers l'Est, porteurs d'un message de mort et de libération. Dans les postes étroits du LCIS, les commandos vérifient leurs armes, lisent une dernière fois le message historique du général Eisenhower qui se termine par ces mots. « J'ai pleine confiance en votre courage, votre sens du devoir et votre entraînement à la bataille. Bonne chance et appelons sur nous toutes les bénédictions de Dieu Tout-Puissant en cette grande et noble entreprise. » Les chefs de section et de sous-section dorment sur le pont, enroulés dans leur couverture. Dans sa couchette, avant de s'endormir, le commandant Philippe Kiefer prononce une prière aujourd'hui célèbre. « Seigneur, je serai très pris ce jour. Je peux vous oublier, mais vous, ne m'oubliez pas. » La 3e division d'infanterie britannique s'apprête à débarquer sur Sword. Les objectifs sont définis. Les chars spéciaux du 22e Dragon, appuyés par des Sherman, devront ouvrir 8 points de passage. La 3e division d'infanterie accostera entre Lyon-sur-Mer et Colville et devra neutraliser les points fortifiés, établir une tête de pont et s'emparer de Caen au soir du 6 juin. Le 41e Royal Marines débarquera à Lyon-sur-Mer et se dirigera vers le village de pêcheurs du Petit Enfer pour réaliser la jonction avec le 48e Royal Marines débarqué à Saint-Aubin-sur-Mer. Le 46e Royal Marines devra détruire les batteries d'Oulgat et Bénerville et créer un mouvement de diversion dans le secteur de Cabourg. La première spéciale service brigade devra s'emparer de la batterie de Ouistreham-Rivabella, puis réaliser la jonction avec les paras de la 6e Airborne au pont de Bénouville.
quelle est la mission spécifique attribuée aux commandos français? Les commandos français, eux, vont devoir débarquer. On va leur laisser d'ailleurs la primeur. Hein, le colonel Dawson, qui est à la tête du numéro 4 commando, en arrivant ici face à la plage, leur dit « Messieurs les Français, passez les premiers ». Donc les deux barges françaises vont s'avancer. Ils vont devoir atteindre les ruines d'une ancienne colonie de vacances qui se trouve en haut de la plage, poser leur sac et ensuite attaquer vers Ouistreham, parce que contrairement à ce qu'on pense bien souvent, les commandos français n'ont pas débarqué à Ouistreham, ils débarquent à Colleville, à la frontière entre les deux communes, et ils vont devoir par l'arrière attaquer les défenses allemandes du littoral de Ouistreham. Quel est leur état d'esprit alors même qu'ils sont, comme nous aujourd'hui, à quelques encablures de la côte française? L'émotion, pour beaucoup d'entre eux, c'est quand ils voient apparaître la côte de France au petit matin, derrière la brume qui se dévoile. Ça y est, c'est la première fois qu'ils revoient leur pays pour beaucoup d'entre eux après des années d'exil. Mais quand ça commence à péter un peu partout, les obus qui tombent à côté de la barge, la marine britannique qui tire, là on se concentre dans la mission et beaucoup disent qu'ils n'ont pas une émotion particulière au moment du débarquement, c'est vraiment la concentration, on a un objectif, il faut aller en haut de la plage et on est vraiment à fond dans la mission. À 4h30, les Français se réveillent. Vers 5h, les barges coupent leurs moteurs. Leurs passagers sont ébranlés par le vrombissement des centaines de bombardiers se dirigeant vers les côtes françaises et pilonnant les défenses ennemies. Quelques minutes plus tard, le spectacle devient surréaliste. Bolloré se souvient. Notre LCI avait gagné la tête du convoi à partir de minuit et quand le grand barrage fut déclenché, nous n'étions plus qu'à quelques milles de la côte. Ce fut d'abord de 4h à 5h le plus terrible bombardement aérien que j'ai encore et depuis observé. Des bombes de 6 tonnes, 10 tonnes, des centaines et des milliers de bombes créées en face de Ouistreham à Cherbourg, une diversion pendant laquelle les parachutistes de notre division descendaient derrière les lignes pour s'emparer du double pont sur l'Orne où nous devions les rejoindre ensuite après avoir forcé le mur. Puis tout éclate. D'un seul coup, l'aurore luit sur la côte normande. Et quelle aurore! Déchaînés soudain, à 5h50, des milliers de canons, des lance-roquettes montés sur barge, les canons des chars embarqués, les grosses pièces des croiseurs et cuirassés, même les pièces de moyen calibre des armes antiaériennes, vomissent sur la côte, là, tout près, des milliers de tonnes de projectiles, embarqués spécialement pour cette minute. Les commandos parés à débarquer sont déjà massés sur le pont. Les chefs ont pris leur tête. Les hommes se regardent, se retrouvent à l'unisson du même espoir et du même idéal, les dents serrées, regardant monter l'aube d'un jour nouveau. 6 juin 1944, le D-Day vient de commencer. Les 36 barges de la première Special Service Brigade cinglent vers la côte. À l'ordre tenue de combat, les hommes saisissent leur paquetage, un sac à dos de 30 kg contenant munitions, explosifs et 5 jours de ration. Ils gagnent le pont. La mer est démontée. Soudain, les barges ralentissent la cadence. Les pilotes des deux embarcations françaises ont compris, les Britanniques les font passer en tête de convoi. Les 177 hommes du commandant Kiefer seront les premiers commandos de la brigade à fouler la terre de France. Il est un peu plus de 7 heures et la plage se profile à l'horizon. Elle est jonchée des cadavres des fantassins de la première vague. Les tirs augmentent d'intensité, les obus soulèvent des gerbes d'eau autour des embarcations. À 7h55, les deux barges des Français heurtent le sable au lieu dit La Brèche, sur la commune de Colleville-sur-Orne. Les passerelles sont mises à l'eau. C'est l'assaut. Stéphane Simonet est historien. Il a travaillé pendant 15 ans au mémorial de Caen et a écrit plusieurs ouvrages sur le commandant Kiefer et ses hommes. Stéphane, comment se déroule le débarquement des commandos le 6 juin sur cette plage de Colleville-sur-Orne? Alors ce matin-là, les commandos sont à bord de deux barges, donc la barge 527 et 523, et on leur a fait l'honneur de débarquer les premiers quelques minutes avant les autres barges britanniques. Et donc les deux barges vont venir quasiment sur cette position, côte à côte,
Malheureusement, pour une des barges, ça va se passer de manière assez dramatique. C'est-à-dire que la barge 527 va se prendre de plein fouet à l'avant du bateau, donc sur sa passerelle, un obus allemand, qui n'est tiré pas très loin d'ici par un blocos. Les hommes ne peuvent plus descendre. Les hommes ont commencé à descendre. Ceux qui sont déjà sur la passerelle avant ont été effectivement projetés dans l'eau. Certains sont blessés, certains vont être tués. Et donc, à la troupe 1, les gars à l'intérieur ne peuvent plus passer dans cette barge. Certains vont sauter carrément à la mer et d'autres vont attendre que l'autre barge qui a débarqué ces hommes, donc la barge 523, pour laquelle le débarquement s'est bien effectué, la 523 va venir s'accoupler sur cette barge 527. Du coup, les hommes vont passer d'une barge à l'autre. Et donc, de cette manière-là, dans une pagaille quand même assez indescriptible, les hommes de la troupe 1 vont pouvoir poser le pied à terre et aller sur la plage vers la dune. Et donc, à partir de ce moment-là, l'ordre qu'on a donné à ces hommes-là, c'est de courir sur la plage, de ne pas s'arrêter. Il y a à peu près 100 à 150 mètres à courir à découvert sur une plage qui est assez vaste. Ouais, on voit à peu près ici d'ailleurs, voilà. on est exactement dans les mêmes circonstances. Hein. Exactement. Et donc les gars courent, ils ont leur sac de 45 kg, ils courent, ils ne s'arrêtent pas, même si un type est blessé, un camarade tombe, ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Le service médical passera derrière, donc les Britanniques arrivent derrière. Ouais. Et donc les gars comme ça montent jusque sur la dune et c'est là qu'ils doivent s'arrêter parce qu'effectivement la dune est barrée par un réseau de barbelés. Et puis n'oublions pas que sur cette plage, il y a des tas d'obstacles. Il y a des pieux, il y a des tétraèdes, il y a des choses comme ça. Donc ces hommes-là doivent se faufiler dans ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique. Donc voilà un petit peu les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé. Et tout de suite après, il y a les autres barges des commandos du numéro 4 qui débarquent derrière eux. On ne doit pas s'éterniser sur cette plage en fait. Voilà. Sacré débarquement. Exactement. En fait, la plage est vraiment sous les tirs allemands. Là où les Français débarquent sur cette plage, effectivement, ils sont sous le feu d'un tir allemand qui vient essentiellement d'un blocos. Et c'est ce blocos qui envoie un obus sur la passerelle de la barge 527, la passerelle de la troupe 1. Et c'est pour ça que la troupe 1 va essuyer de lourdes pertes au moment du débarquement, parce que les hommes engagés sur la passerelle, bah, ils sont cloués par ce tir. Et donc il y a 3 hommes qui meurent directement sur cette plage. Donc il y a Dumenoir, Flèche et Rousseau. Et il y a beaucoup de blessés, donc Casalonga, Pioget, enfin des figures du commando Kieffer qui sont là, inopérationnelles dès le 6 juin 1944. Au pas de course, les hommes de la troupe 8 traversent la plage en premier. Ils ont reçu l'ordre de ne pas se préoccuper des blessés. 150 mètres d'une course effrénée, mais un obstacle barre la route vers les ruines de la colonie de vacances. Stéphane, je suppose que le paysage a énormément changé depuis ce mois de juin 1944 ici. Effectivement, ça n'a rien à voir. Tout ce qui a été construit ici date des années 50-60. Donc en 1944, lorsque les Français débarquent, le 6 juin, il n'y a absolument aucune construction, mis à part les bunkers. En fait, ici, c'est un no man's land de dunes avec finalement des points fortifiés. Alors voilà, les Allemands, effectivement, ont positionné des gros blocos, donc qui vont d'un blocos qui est à Colville jusqu'à Ouistreham. Et donc on a le WN 10 qui correspond au monument de la Flamme. Ensuite, on a le casino de Ouistreham qui avait été rasé en 1942-1943, sur lequel ils ont gardé le sous-basson et mis une pièce d'artillerie. Ensuite, on a les 4 enclusements de 155 mm, derrière lesquels ils ont construit ce grand bunker, donc ce poste de direction de tir de 17 mètres de haut, qui est le WN 8. Donc tout ce dispositif allemand est là pour empêcher la venue des Alliés par la mer. Il est 8 heures. La troupe 1 rejoint la troupe 8. René Rosset raconte. On courait et on essayait de se camoufler. Je me suis aperçu que j'avais été touché qu'après être arrivé en haut de la plage, au moment où l'on s'est débarrassé de nos sacs. Ce qui m'a surpris alors, c'est que contrairement à l'entraînement, on voyait des types tomber, mourir pour de bon. Moi, je me raccrochais à de petites choses. J'ai vu des peupliers qui ressemblaient à des eucalyptus, comme ceux que je connaissais en Tunisie. C'est ça qui m'a frappé. Je n'ai eu peur qu'à la fin, quand j'ai vu le colonel blessé au front et un camarade plein de sang. Là, ça m'a refroidi. J'ai alors pris conscience que l'on était en train de faire la guerre. Il est 8h30 du matin. Le premier objectif est atteint, les commandos ont débarqué. Une fois à l'abri des murs délabrés de la colonie de vacances, ils se débarrassent de leurs sacs, chaussent leurs casques et font un premier bilan. Sur les 177 hommes du commando, 26 sont blessés, dont Kieffer, touché par un éclat d'obus. 3 hommes sont morts. En quelques minutes,
Kiefer a perdu 17% de ses effectifs. C'est énorme. Il lance une reconnaissance en direction du château de Colville, une bâtisse du XVIIIe siècle où stationnent des soldats allemands. Le second lieutenant Jean Mazéas en revient blessé. Il sera aussitôt évacué. Les sections sont reconstituées. Les Français ont un peu plus de 2 km à parcourir pour atteindre leur objectif principal, le casino de Ouistreham, que les 3 troupes vont devoir prendre en tenaille. La troupe 8 se dirigera à nouveau vers la plage pour la longer, tout en réduisant au silence tous les points fortifiés allemands. Objectif final, un point d'appui secondaire, le WN10. Appuyée d'abord par la troupe Kagen, la troupe 1 pénétrera dans la ville et se dirigera vers le casino. Dans le même temps, le numéro 4 commando britannique atteindra le port pour réduire les points de résistance ennemis et s'emparer des écluses intactes. La mission des hommes de la troupe 8 est de nettoyer les casemates à coups de grenade afin de permettre aux Alliés de débarquer plus sereinement. Stéphane, comment se déroule la progression de la troupe 8 dans les terres et sur le front de mer? Alors, la troupe 8 se divise en 2 sections. Donc, il y a la section 1, la section du lieutenant Bagot. La section 2, c'est celle de lieutenant Hulot. Et Hulot, lui, va directement avec ses hommes sur la plage pour nettoyer tous les blocos qui sont échelonnés de Colville jusqu'à Ouistreham. Et la section de Bagot, elle, on lui donne comme mission de nettoyer cette position qui est un peu fortifiée, qui est occupée par des Allemands, qu'on appelle le château. Donc, c'est cette énorme bâtisse que l'on voit ici. Et ce château, à l'époque, est entièrement entouré d'un immense parc. Et dans ce parc et dans la bâtisse, donc les Allemands se sont réfugiés et tirent sur les soldats français et anglais. Et donc Bagot, avec sa vingtaine d'hommes, une section c'est une vingtaine d'hommes, Bagot va s'emparer, cette position va la nettoyer pendant quelques minutes, ce qui va un peu retarder la marche de la troupe 8. Et après ça, Bagot et sa section vont rejoindre le reste de la troupe 8 pour continuer la mission qui est de nettoyer tous les blocos allemands entre donc, Colville et Ouistreham. Les 2 sections de la troupe 8 arrivent finalement face à leur objectif, le WN10. Elles sont alors rejointes par les 2 sections de la troupe Kagen qui avaient jusque-là suivi la troupe 1 et qui ont perdu un homme en chemin, le caporal Jean-Louis Lemoigne. Renforcés, les hommes de la troupe 8 peuvent enfin lancer une attaque coordonnée contre le WN10. Un point d'appui secondaire avec une casemate de flanquement de type 626 équipée d'une cloche blindée, un abri et des encuvements pour les mitrailleuses. La cloche blindée a été prélevée sur la ligne Maginot après la défaite française de 1940. L'ensemble est défendu par 2 pièces d'artillerie, un canon de 75 mm FK-38, un canon de 50 mm et une mitrailleuse MG-34 sous cloche. Autour se trouvent des tranchées et des champs de mines. Mais l'attaque du WN10 ne va pas se dérouler comme prévu. Sébastien Lemonnier est le président de l'Association de reconstitution France 1944. Sébastien, comment se déroule l'attaque du WN10? Assez mal. C'est la section Hulot qui va devoir investir les lieux et pour ce faire, ils vont devoir nettoyer toutes les tranchées qui bordent ce point fortifié. Auparavant, ils ont nettoyé toutes les habitations avant de pouvoir progresser aux tranchées, les nettoyer à la grenade et à l'arme automatique. Ils ont quand même réussi à neutraliser un canon de 50 mm, mais très vite, ils ont été bloqués en prenant des tirs de contre-batterie, donc de mortiers et d'un canon anti-char qui les a cloués au sol. Est-ce que l'appui de la troupe Kagen qui arrive dans le courant de la matinée ne permet pas à ces hommes de pouvoir mieux coordonner cette attaque et d'être plus efficaces? Initialement, c'est ce qui était prévu sur le plan. Les 2 sections Kagen devaient progresser mutuellement en se couvrant jusqu'à une distance de 150 mètres du point fortifié. Malheureusement, 2 éléments vont faire que ça va complètement louper. C'est que les snipers sont assez virulents dans le secteur et le sous-lieutenant Hubert prendra une balle en pleine tête, sera abattu, et le commando là-bas subira le même sort. Le deuxième point, c'est que les mitrailleuses Kagen, lors du débarquement, n'ont pas supporté l'eau de mer
et le sable, et toutes se sont enrayées. Donc certains commandos ont réussi à les démonter, à les remettre en état. Donc le commando Andriot va réussir dans un trou d'homme sous le feu de l'ennemi à démonter son arme et à la remettre en batterie pour progresser avec ses camarades. Finalement, les hommes de la troupe 8 échouent à prendre l'objectif qui était le WN10. Tout à fait. Comme ils sont cloués au sol, ils vont demander un support à la radio. Les radios ne vont pas fonctionner. Donc le lieutenant Lofi enverra le lieutenant Bagot récupérer le lieutenant Hulot pour les rapatrier sur la colonie de vacances et poursuivre leur objectif. Les hommes de la troupe Kagen ont des blessés. Ils perdent du terrain et risquent à tout moment de se faire encercler malgré le soutien de la 2e section de la troupe 8. Ils attendent l'appui d'un char qui n'arrivera jamais. À 11 h, ils retrouvent ceux de la troupe 8. Les ordres sont clairs. Il faut revenir sur Colville pour poursuivre la mission. Le WN10 n'est pas tombé entre leurs mains. À quelques centaines de mètres de là, la troupe 1 n'a pas rencontré plus de succès devant le casino, qui fait partie d'un vaste système de fortification. Rasé en octobre 1942, l'édifice est transformé en vaste bunker. Une plateforme est équipée de 2 canons de flak de 20 mm. Une pièce anti-char est installée dans les caves. L'ensemble, haut de 1,50 m depuis le sol, est aussi coiffé par un Tobruk pour MG42. À ses abords, des terrains minés rendent l'approche très périlleuse. En l'absence du commandant Kiefer, resté en arrière pour se faire soigner, le lieutenant Mazias prend le commandement de la troupe 1. Accompagnés de la troupe Kagen et des Britanniques du numéro 4 Commando, les Français avancent le long de la voie ferrée en se protégeant des tireurs isolés derrière les chars duplex drive. À 8 h 30, les hommes parviennent à l'angle de la route de Lyon-sur-Mer et de l'avenue Pasteur. Ils sont à 500 mètres de leur objectif, le casino. Les Britanniques et les chars poursuivent vers le port où ils doivent neutraliser les canons de 155 mm qui sont censés s'y trouver. Les commandos français remontent l'avenue Pasteur. La troupe Kagen coupe à gauche pour soutenir l'attaque de la troupe 8 sur le WN10. Rue Pasteur, les Français progressent à l'abri d'un mur anti-char de 2 mètres de haut élevé au bout de l'artère. S'il n'a pas été signalé par les services de renseignement alliés, la construction constitue d'abord un abri appréciable avant de se transformer en obstacle infranchissable, car il forme une chicane dans laquelle un seul homme peut passer. Une vingtaine de commandos sont parvenus jusque-là. Les autres se sont laissés prendre par des escarmouches. Pire encore, derrière le mur, ils découvrent un fossé anti-char très profond. Stéphane, les Français sont donc bloqués par cet obstacle inattendu, ce fossé anti-char. Alors les Français, effectivement, lorsqu'ils débouchent de l'avenue Pasteur, ils sont face à cet obstacle qui n'avait pas été du tout repéré lors des briefings en Angleterre. Donc pour les stratèges alliés, il n'y avait pas de fossé anti-char, il y avait simplement une route. C'était une grande avenue. Et les Français donc, sont bloqués par cet obstacle. Et avant cet obstacle, par un mur en chicane qui fait 2-3 mètres de haut. Et donc les Français sont coincés là, derrière ce double obstacle. Mais les commandos doivent franchir tout de même, et notamment franchir ce mur en chicane. Est-ce qu'ils vont tenter de le faire? Alors certains commandos vont tenter les choses. Donc en fait, il y a 2 stratégies possibles. Soit on monte dans les villas pour prendre, effectivement, avoir de la hauteur sur cet obstacle, soit on envoie des commandos à travers ce mur en chicane. C'est risqué. Mais c'est une solution qui est quand même acceptée. Donc on envoie un gars qui s'appelle Paul Rollin. Et Paul Rollin, il a à peine franchi le mur en chicane qu'il se fait donc tuer d'une balle d'un sniper qui est en face de lui. Et donc Paul Rollin est une des premières victimes françaises, donc au pied du casino, à ce moment-là. Et puis au moment où Paul Rollin s'écroule dans la chicane, il y a le médecin capitaine Lyon qui essaie de le tirer, de le ramener dans les lignes. Et Lyon, malgré le fait qu'il a un brassard de la Croix-Rouge, il se fait lui aussi tirer par un sniper allemand. Pourtant, pour eux, il faut absolument avancer, il faut progresser. Comment ils peuvent faire? Alors dans un premier temps, déjà, ils essayent de voir où est-ce qu'ils peuvent se disposer autour de cet obstacle, parce que effectivement, le but, c'est le casino, il faut le prendre, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Et donc, ils vont utiliser un peu le paysage alentour, et notamment les villas alentour. Il y a quelques villas encore en bord de mer face à ce casino. Et l'idée de ces hommes, c'est d'installer leurs armes aux étages de ces villas. Les hommes de la troupe 1 forment alors 2 groupes qui se placent de chaque côté du mur.
ils n'ont pas d'armes lourdes. Ils sont seulement équipés de 2 lance-roquettes Piat, mais n'ont que 4 roquettes à leur disposition. Ils visent le casino. Distance 50. Tir net au près. Deux premiers tirs atteignent les pièces antiaériennes de flak 20 mm qu'ils neutralisent. Les 2 autres roquettes touchent les embrasures du bunker sans endommager la pièce anti-char qui s'y trouve. L'effet de surprise a désormais disparu et les Allemands concentrent leurs tirs sur l'avenue Pasteur. Pire encore, depuis un belvédère situé à 200 mètres sur le flanc droit, ils arrosent les commandos qui s'abritent dans une villa. Mais ce refuge doit être évacué juste avant qu'un obus ne le pulvérise. Le tireur d'élite, Émile Renaud, est tué par un éclat. À ce moment-là, la situation devient très critique pour les hommes de la troupe 1. C'est effectivement assez compliqué pour eux. Ces hommes sont coincés au bout de l'avenue Pasteur, ils sont coincés devant leur objectif, le casino. Et surtout, ces Français, ils comprennent assez lentement qu'on leur tire dessus depuis leur droite. Ils sont pris en fait en tenaille. Il y a un tir qui vient du casino et il y a un autre tir croisé qui vient de cette position du belvédère sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Ici, c'est une tour de flak, en fait, c'est une tour d'artillerie, donc c'est une position de 20 mm. Est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement de déficit d'armes lourdes dans cette troupe 1 et dans le commando de manière générale? Alors, le bataillon Kieffer, en fait, il débarque avec très peu d'armes finalement. Il débarque avec 4 mitrailleuses, les fameuses sections Kagen, donc 4 Kagen, 4 mitrailleuses, qui sont certes lourdes, mais c'est pas quand même de l'arme anti-char. Ils ont des projectiles anti-char 4 également, avec très peu d'armes, très peu de munitions derrière. Donc très rapidement, ces armes-là sont inopérantes, si vous voulez. Donc il n'y a pas d'armes lourdes. Surtout aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces hommes-là sont un petit peu dispatchés dans toute la ville de Ouistreham. Et donc, ces sections ne communiquent pas les unes avec les autres. Il y a un déficit de communication radio notamment. Toutes les radios des hommes de Kieffer ont pris l'eau lors du débarquement. Elles ne sont pas étanches, donc les radios ne marchent plus. Et donc, à chaque fois que Kieffer veut avoir des informations, il envoie des messagers d'une section à l'autre, à travers les dunes, à travers les rues de Ouistreham. Puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la troupe de Kieffer débarque, il y a 10 tués sur la plage dans les rues de Ouistreham et quasiment tous les officiers ont été blessés ou ont été tués. Donc il y a un problème d'encadrement. Donc pour tirer les hommes vers la plage et vers l'objectif, il n'y a plus d'ordre, tout simplement. La chaîne de commandement est un peu rompue à ce moment-là, même si Kieffer est là, Kieffer est blessé, mais les officiers ne sont plus là. Kieffer, revenu après s'être fait soigner, prend la direction des opérations. Les commandos parviennent, grâce au renseignement d'un habitant, Marcel Lefebvre, à couper la ligne téléphonique reliant le poste de direction de tir au reste du dispositif défensif allemand. Mais toutes les attaques françaises semblent vouées au suicide. Kieffer tente de joindre le poste de commandement du numéro 4 Commando pour réclamer des renforts. Sans succès. Les transmissions radio sont dégradées. Il décide de trouver un char et revient quelques minutes plus tard juché sur un blindé britannique. C'est un Cromwell A27 Centaur Mark IV. Un char de 28 tonnes dirigé par 5 membres d'équipage. Armé d'un obusier de 95 mm, le Centaur IV, produit à 114 exemplaires seulement, est la seule version utilisée pour fournir un groupe de soutien blindé aux Royal Marines. Équipé pour débarquer en Normandie, le Centaur IV, grâce à son moteur Liberty, est rapide et correctement blindé de 6 à 76 mm. Il est en outre équipé de 2 mitrailleuses Bessa de 7,92 mm. À 9h25, le blindé se présente devant la chicane, passe par une cour adjacente, traverse des murs de clôture et tire 2 obus sur le casino dont il fait taire l'artillerie. Mais les Allemands continuent d'opposer une résistance acharnée, notamment au niveau du belvédère qui interdit le déploiement de l'attaque vers l'est. Kieffer, à nouveau blessé au bras, remonte sur le char et le dirige vers le belvédère à moins de 100 mètres. 4 obus suffisent à réduire au silence la position où quelques minutes plus tard seront faits 11 prisonniers. On peut dire que Kieffer a vraiment fait preuve de sang-froid. Là, effectivement, l'homme clé dans cette situation-là, c'est vraiment Kieffer. D'ailleurs, ces hommes vont lui reconnaître ce sang-froid. C'est lui qui va lui-même aller chercher ce char Centaur qui faisait route vers les écluses de Ouistreham, qui va convaincre le pilote du char de le ramener à l'avenue Pasteur. Et donc c'est lui, perché sur la tourelle, qui va ordonner le tir
contre à la fois le casino et cette position du belvédère dans un second temps. Donc c'est effectivement Kieffer qui est à la base de tout dans cette histoire. C'était la seule solution qui s'offrait à lui de toutes les manières. Il n'y avait pas d'autre solution. En plus, Kieffer, il faut oublier qu'on lui a donné un ordre, c'est de prendre ce casino avant 11 h. Donc lui, il faut qu'il y aille, quoi. Il n'y a pas d'autre objectif. Le timing est très serré. Le timing est très serré. Les hommes débarquent à 7h30. Il faut qu'à 11 h, ils aient récupéré leur sac dans les rues de la colonie de vacances et qu'ils fassent route à ce moment-là vers Bénouville. Donc ils n'ont pas de temps à perdre. À 11h20, les Français reçoivent l'ordre de rejoindre leur point de départ, la colonie de vacances de Colleville, où ils ont laissé leur paquetage. Le casino n'est pas tombé. Désormais, le 1er bataillon de fusiliers marins commando doit accomplir sa deuxième mission avec le reste de la 1re Special Service Brigade. Il faut rejoindre la 6e division de parachutistes, la Airborne Division, qui s'est emparée au cours de la nuit des ponts de Bénouville et Ranville. La 1re Special Service Brigade quitte Colleville-sur-Orne vers 13 h et se met en marche vers Bénouville en suivant la route départementale 60A. La troupe passe par Saint-Aubin-d'Arquenay, où le lieutenant Amaury et le sergent Sarens sont blessés par des tirs et évacués. La jonction entre les premiers éléments de la 1re Special Service Brigade et de la 6e Airborne s'est faite à 14h02, 2 minutes après l'heure prévue. Les Français, qui ferment la marche, parviennent au pont à 16h15. C'est donc ici qu'arrivent les commandos français à Bénouville dans l'après-midi du 6 juin 1944. Voilà, c'est ça, il est environ 4 h de l'après-midi. Ils ont déjà fait une longue marche, et ils arrivent ici au pont qui est tenu par les parachutistes britanniques qui se sont posés vraiment aux premières heures du 6 juin. Alors les Français, contrairement à ce qu'on pense bien souvent, ne sont pas les premiers à arriver là. Ils ont été précédés par les autres commandos britanniques, parce que pendant que les Français se battaient dans Ouistreham, eh bien, la 1re brigade de service spécial a continué à débarquer et ils sont rentrés dans les terres où ils ont fait leur jonction ici en tout début d'après-midi. Et les commandos français arrivent quelques heures plus tard, après quand même 3 heures pour faire 8 km, donc ça montre que la traversée de la campagne était très difficile. Il y a eu plusieurs accrochages dans les villages. Et à Saint-Aubin-d'Arquenay, à Bénouville, il y a des Allemands qui se cachaient, qu'on n'a pas toujours su débusquer, qui ont considérablement retenu les troupes et qui ont fait plusieurs blessés, qui ont dû rebrousser chemin, retourner à la côte pour être évacués. Ils rencontrent aussi, je suppose, des civils normands qui sont libérés. Alors à plusieurs reprises, ils vont trouver des Normands qui leur servent du cidre, du calva, du lait. Et notamment, on a cette anecdote, dans le bourg de Saint-Aubin-d'Arquenay, ils tombent sur un paysan qui est là, qui essaie de discuter un peu avec eux, parce qu'il les prend pour des Canadiens. Les Français lui disent « Mais non, on est des Français, mon gars, on est des Français libres ». Et à ce moment-là, il rentre chez lui, il file dans sa cave. Il remonte avec des bouteilles de champagne, de calva, de cidre. Et il leur dit en pleurant « Voilà, je l'ai gardé pour vous ». Et est-ce qu'ils franchissent ce pont avec facilité? Non, pas du tout, parce qu'il y a des Allemands un peu partout, au niveau des berges, au niveau du château de Bénouville, où on a des snipers qui ouvrent le feu sur tous ceux qui essaient de franchir le pont. Donc Kieffer va faire positionner ses mortiers qui vont tirer des fumigènes. Et les Français vont passer comme ça par petits groupes, ils vont franchir le pont en plusieurs fois. Et on va avoir 3 blessés, Derrien, Quéré et Perronne, qui vont être conduits dans le café de la famille Gondré. Et le reste de leurs camarades, eh bien, eux vont poursuivre leur chemin. Donc ce pont a été un lieu de combat? C'est un lieu de combat, c'est le vrai pont de 1944 qui a pris le nom de Pegasus Bridge, qui n'est pas son nom originel, mais en référence à Pégase, qui est l'emblème des parachutistes britanniques. Et on s'est battu dessus en fait. On s'est battu dessus, on a des impacts de balles ici. Un parachutiste britannique est mort ici et on voit les éclats qui ont touché le pont. Tout ça sont des éclats en fait. Alors éclats de balles, éclats de grenades, il y en a à divers endroits sur ce pont. Ces hommes se sont levés à 5 h du matin. Certains n'avaient pas dormi de la nuit. Une journée a passé, une éternité. 10 commandos manquent à l'appel, 34 ont été blessés et évacués, 30 autres sont toujours là, blessés.
Après Ranville, les commandos français montent vers le hameau de Bassécarde pour atteindre enfin Anfréville, où ils doivent établir une position fortifiée afin de repousser les éventuelles contre-attaques allemandes depuis Bréville-les-Monts et Salnelles. Les commandos sont exténués. Guy Attu témoigne. Nous étions harassés, trop fatigués même pour parler. Pourtant, nous pouvions encore sentir le parfum de l'herbe et le ruissellement de l'eau. Nous ne sommes en France que depuis quelques heures. Nous avançons, tête baissée, fatigués, mais nous devons tenir. Au carrefour de l'auberge de l'Écarde, les Français font la liaison avec le reste du numéro 4 commando. Le commandant Kiefer octroie aux hommes une demi-heure de repos dans les fossés de la route. C'est désormais lui qui commande. La troupe 1 n'a plus de chef valide. Lord Lovat vient à sa rencontre, le félicite et lui donne sa position à Anfréville, le plein, la place centrale du village. Des trous d'hommes sont creusés par groupe de 3, un creuse, un mange, un se tient en alerte. Des obstacles sont dressés, des positions de mitrailleuses installées et les piattes mis en batterie. Les deux troupes se positionnent en équerre. La troupe 1 parallèle au village, la troupe 8 perpendiculaire face à la ligne ennemie, avec chacune 2 Kagun en appui en bordure d'un champ. Ils positionnent aussi les mortiers et les piattes. Kiefer fait travailler ses hommes jusqu'à minuit pour consolider les défenses. Les premières patrouilles sont aussi organisées vers le nord et le sud. Benjamin, les hommes de Kiefer arrivent à Anfréville et s'installent ici. Est-ce que le secteur est calme? Le secteur n'est pas calme puisque les Allemands sont tout près d'ici, à quelques centaines de mètres. Un mois plus tard, au moment du 14 juillet, quand ils vont célébrer la fête nationale, les Allemands sont encore à 300 mètres. On est ici à l'extrémité est de tout le dispositif de débarquement allié. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut situer. Si ça lâche ici, c'est le flanc est du dispositif allié qui risque d'être attaqué par les Allemands. Et c'est ce que vont faire les Allemands d'ailleurs 4 jours plus tard. Ouais, les commandos sont au contact de l'ennemi finalement. Ah, tout à fait. Et le front est extrêmement poreux, il n'y a pas du tout de ligne précise. Il y a un no man's land assez vague, mais il y a des infiltrations régulières des uns et des autres dans les lignes adverses. Après cette journée exceptionnelle pour tous ces hommes qui ont combattu toute la journée, qui ont perdu des compagnons aussi, je suppose aussi que arriver ici, s'installer là, en France, ce pays qu'ils voulaient libérer, est aussi quelque chose d'assez émouvant pour eux. Et pour beaucoup, c'est vraiment le moment où ils ont réalisé que ça y est, ils étaient en France, qu'ils avaient retrouvé leur pays, pour ceux qui étaient partis depuis 40. Donc ça faisait quand même de très nombreuses années et vraiment c'est le moment où ça y est, on se dit j'ai retrouvé mon pays, ou pour certains, je le découvre, comme René Rosset qui était le plus jeune de l'unité, qui venait de Tunisie, qui était né à Tunis et qui a posé le pied en France la première fois sur la plage le 6 juin au matin et qui a passé sa première nuit en France dans son trou ici, à Anfréville. Quel est finalement le bilan du commando dirigé par le commandant Kiefer? Sur le plan des missions, le bilan est tout à fait satisfaisant. Ils ont fait taire les défenses allemandes qu'ils devaient attaquer. Bien sûr, ils n'ont pas tout nettoyé parce qu'il y a des points qui ont résisté, notamment parce que les commandos ont manqué d'armement lourd pour y faire face. Mais ils ont rempli globalement leur mission. Les petits nids de résistance qui restent encore vont être pris par les troupes britanniques qui débarquent par la suite. Après, sur le bilan humain, c'est très lourd puisque l'unité française, le bataillon, a perdu quand même un quart de ses effectifs, dont 10 tués. Et c'est au sein de la première brigade de service spécial, c'est le plus fort taux de perte qu'on a, c'est celui des commandos français. Et finalement, grâce au courage de ces hommes, le commando des hommes du commandant Kiefer aura réussi sa mission. Ils auront réussi globalement leur mission, les objectifs principaux, le timing a été tenu et plus important que la réduction de petites poches de résistance, ils ont fait la jonction avec les parachutistes et ils sont là à tenir le flanc est du dispositif allié au soir du 6 juin. Le 1er bataillon de fusiliers marins commando français a eu 10 tués, 3 sur la plage et 7 dans Ouistreham. 24 blessés ont été évacués. Le 9 juin, à contre-cœur,
Philippe Kieffer est rapatrié quelque temps vers l'Angleterre pour panser ses blessures. Pour son commando, évidemment, la guerre continue. Une guerre de position à laquelle les Français n'ont pas été préparés. Pendant des jours, au prix de nouvelles pertes, ils repoussent plusieurs contre-attaques allemandes. Leur existence se partage alors entre repos, garde et patrouille de nuit sur la ligne de front. Le 29 juin, ils quittent Amfréville pour poursuivre les combats à l'intérieur des terres. Aucune trêve ne leur est accordée. Pendant 2 mois, ils sont aux trousses des Allemands en retraite. Lorsque s'achève la bataille de Normandie à la fin du mois d'août 1944, sur les 177 membres du commando débarqués le jour J, 21 sont morts au combat, seuls 96 sont encore en ligne. Le conflit, cruel, inhumain, se poursuit. Les commandos sont attendus aux Pays-Bas. La Deuxième Guerre mondiale n'est pas encore terminée.